Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette série consacrée aux lectures linéaires en vue de vos épreuves de baccalauréat, et plus particulièrement l'épreuve orale. Ici, on va s'intéresser à un extrait de la préface des Fables de Jean de La Fontaine qui s'inscrit dans le parcours associé Rire et Savoir en lien avec l'œuvre intégrale au programme, à savoir Gargantua de Rabelais. Ici, il s'agira de montrer comment La Fontaine, au même titre que Rabelais, un siècle plus tard, à la période classique, montre les vertus du récit fictif qui sait à la fois combiner le rire mais aussi le savoir. Alors sur la présentation, hein, je vous ai mis les éléments constitutifs de votre introduction générale qui ne doit pas excéder 2 minutes, donc vous présentez bien sûr tous ces aspects-là. Je vais vous mettre sur l'écran suivant quelques petites indications qui vont vous permettre d'affiner justement cette introduction. Alors il faut savoir que La Fontaine est un des plus grands écrivains, poètes, dramaturges, moralistes, romanciers français du XVIIe siècle, donc de la période classique, et il publie les Fables, du moins le premier volet, en 1668, et cette série de fables est accompagnée d'une préface dans laquelle La Fontaine revendique la paternité de son œuvre et surtout en souligne les biens fondés en mettant en évidence les vertus pédagogiques et morales. Il va donc profiter de cet espace qu'est la préface pour convertir, séduire le lecteur. Alors, il faut savoir que la préface est une forme particulière d'essai. C'est une argumentation directe à travers laquelle s'exprime l'auteur, et c'est l'occasion donc de se défendre ou de convaincre celui qui vous lit au gré des lignes. On appelle ça aussi, on peut parler d'une préface comme étant un texte liminaire, tout simplement parce qu'elle se situe avant l'œuvre. Et bien sûr, dans l'objectif de la préface ici, c'est de faire l'éloge de l'apologue. Vous voyez une courte définition apparaître ici. L'apologue ayant pour La Fontaine toutes les vertus des récits fictifs qui savent à la fois convaincre et persuader le lecteur. Et donc, si on résume, pour qu'il n'y ait pas de confusion, les fables sont et font partie de l'apologue. Le but est de plaquérer et d'oquérer, c'est-à-dire de plaire et d'instruire. Attention toutefois, notre préface, elle, n'est pas une argumentation indirecte, c'est un texte direct, d'argumentation directe, à but informatif et explicatif, et informatif et explicatif pour justement montrer les vertus de l'apologue. Voici la problématique qui pourrait être formulée par rapport à ce texte, et voici les deux sous-parties qui pourraient constituer l'analyse littéraire et stylistique. Même si ces deux mouvements sont un petit peu, là pour le coup, artificiels, puisque la démonstration ici se veut globale et progressive, donc vous pourrez très bien ne pas évoquer des mouvements significatifs lors de votre présentation orale. Donc on y va pour le premier mouvement. Et donc je vous ai on va commencer par le passage « C'est pour ces raisons que Platon » jusqu'à se retirer. Alors petite précision, juste avant le passage qui nous concerne, dans la préface, La Fontaine vient d'expliquer les vertus de l'apologue, pourtant décrié et jugé mineur en son époque, parce que simplement destiné aux enfants. Et donc ici, il va, juste avant, donc il vient de dire ça, et donc il va expliquer « C'est pour ces raisons que Platon », parce que bien sûr, Platon, bien avant lui, avait fait aussi ce choix de mettre en exergue les fables et leurs vertus pédagogiques. Donc, qu'est-ce qui est significatif dans cet extrait? Tout d'abord, je vous ai mis en gras, bien sûr, les 3 références antiques, Platon, Homère et Ésope, qui montrent bien que, d'emblée, La Fontaine s'appuie sur des arguments d'autorité, c'est-à-dire on ne peut pas contester la qualité intellectuelle et les vertus, justement, des démonstrations qu'ont fait ces trois auteurs, mais en particulier ici, bien sûr, Platon et Ésope. Pour La Fontaine, ce sont les 2 références qui vont conforter la légitimité aussi de ses écrits. Alors il faut savoir que La Fontaine, la République est un dialogue de Platon dans lequel il imagine la cité idéale. Et dans le monde utopique qu'il décrit, Platon se fait censeur et interdit Homère. Ici, on voit bien que La Fontaine a recours au prestige du philosophe grec qui renverse la hiérarchie
littéraire communément admise dans la Grèce antique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'éloge de l'épopée, au lieu de faire de l'épopée homérique la base de l'éducation, Platon ici exclut l'Iliade et l'Odyssée pour les remplacer par les fables d'Ésope. Il ose remplacer dans l'éducation des enfants les œuvres prestigieuses par des fables qui sont habituellement reléguées au rang des distractions sans importance. Et donc on voit bien ici comment habilement, par l'argument d'autorité, La Fontaine convainc son lecteur de la légitimité de ce genre. Alors il va poursuivre sa démonstration par le vocabulaire aussi très connoté, par aussi presque l'opposition volontaire des termes entre bannir et très honorable. Cet antagonisme, il le met de façon habile progressivement en place. Et puis on voit bien les verbes de volonté. Il souhaite, il recommande pour montrer effectivement que c'est une invitation à croire en les potentiels de la fable. Et puis il clôt cette phrase par l'utilisation de 2 mots-clés que sont les substantifs sagesse et vertu. On voit bien que la distraction est au service du docere, c'est-à-dire de l'instruction des enfants. Alors, il poursuit d'ailleurs sa démonstration de façon habile, c'est-à-dire que non seulement la fable a comme fonction première de distraire, mais surtout elle œuvre pour nos habitudes. Elles ont une vertu que de prévenir les mauvaises habitudes. Il le souligne d'ailleurs par ces antagonismes entre le terme bien et mal. On voit bien qu'il y a cette construction binaire assez simple pour aussi convaincre le lecteur, et s'ensuit une question rhétorique qui a pour but de montrer qu'une méthode est simple pour inculquer ces bons réflexes chez les jeunes, c'est tout simplement la fable. Et dès lors, dès lors va s'opérer une comparaison entre un récit autour de Crassus et une fable, Le Renard et le Bouc. Et cette stratégie comparative permet d'impliquer le lecteur et surtout de l'inviter à la fin de la démonstration à faire sa propre opinion, c'est-à-dire on est bien dans une démarche de délibération ici. La stratégie est aussi efficace parce que La Fontaine, ça c'est souvent le cas dans ses démonstrations, va débuter par le genre pour lequel on va montrer les inconvénients, et il va finir ensuite par le genre pour lequel les avantages narratifs et pédagogiques sont évidents. Et donc, on voit bien aussi que sa stratégie est basée sur une syntaxe qui se met progressivement en place par un principe de miroir. Les phrases évoquant Crassus vont progressivement faire écho à celles qui évoquent justement les fables. Alors, l'idée simple de la part de La Fontaine, c'est de montrer la morale d'un récit, mais qui va être plus compliqué dans le récit évoquant Crassus que dans la fable. L'idée est simple, il veut montrer que les gens imprévoyants sont cruellement punis par leurs défauts. Et le premier exemple qu'il prend, c'est donc celui de Crassus, tiré de l'histoire romaine, ce général romain qui a engagé une campagne contre les Parthes, mais qui n'a pas fait preuve d'habileté et de tactique. Et donc ici, La Fontaine montre qu'il s'appuie sur l'histoire romaine, certes glorieuse, noble, bref, tout ce que l'on veut, mais donc un épisode authentique et véridique. Toutefois, qu'est-ce que veut montrer ici La Fontaine? C'est que l'épisode, pour les enfants, va être difficile à comprendre, parce que le récit évoque avant tout des stratégies militaires, des stratégies politiques, sans compter les détails de logistique de terrain de conflit. Et donc, là, on voit bien qu'il veut montrer que c'est un récit difficile d'appréhension de par la narration et donc ensuite la morale. En revanche, et c'est ça toute l'habileté justement de La Fontaine, il va montrer bien au contraire que la fable Le Renard et le Bouc, il prend un exemple très concret, va avoir justement toutes les vertus, et donc on voit bien comment il oriente le lecteur vers le second choix par rapport à la question aussi rhétorique de nouveau utilisée. Les tournures superlatives plus conformes, moins disproportionnées, suggèrent les avantages de ce type justement de récit, et l'implicite est aussi une des armes de La Fontaine. Il suggère, pour faire émerger des qualités du genre que l'on défend,
Ici, il évoque donc le terme disproportionné, qui était une critique masquée des genres qui œuvreraient par la complexité du récit, les digressions, et donc il fait allusion justement notamment au récit de Crassus, hein. Vous avez des longues digressions narratives. Ici, au contraire, les personnages dans la fable sont réduits à l'essentiel, les péripéties sont faciles à comprendre et la morale est formulée en peu de mots. Et quand les personnages sont des animaux et que le décor dans lequel se déroule une histoire toute simple est un puits, eh bien, qu'est-ce que veut dire La Fontaine? L'enfant pourra facilement suivre le déroulement du récit et en tirer un enseignement. Et donc, il veut montrer par là même que le monde fictif de la fable soutient hein, La Fontaine est plus proche de l'enfant culturelle prestigieuse mais inaccessible. Et donc cela convient tout à fait, il utilise l'expression la petitesse de son esprit en parlant de l'enfant. Cette expression bien sûr n'est pas du tout à comprendre de façon péjorative, bien au contraire. Ici, il évoque la petitesse au sens d'esprit en cours de construction. Et donc la fable a donc cet énorme avantage de s'adapter, d'accompagner l'enfant par la simplicité des récits, l'accompagner via le plat quéré vers le doux quéré et le chemin de la réflexion. Alors vous remarquerez d'ailleurs que pour asseoir sa démonstration, La Fontaine entame un dialogue ici avec le lecteur. L'usage de l'impératif dites, qui n'est pas du tout ici un ordre, mais plutôt un mode hein, qui montre comment La Fontaine entame un dialogue fictif avec son lecteur, et ce dans l'optique vraiment de le persuader. Remarquez aussi le recours à une syntaxe qui joue beaucoup sur l'enchaînement, les points-virgules, les deux points qui mettent en évidence cette démarche de clarté dans le récit et la portée du récit. Et puis, il joue aussi avec les temps du récit qui fait la singularité de la fable, hein. Vous avez ici l'utilisation, entre autres, du passé simple qui montre bien comment il rythme sa démonstration. Et puis, on pourrait aussi noter les mots de liaison hein, pour souligner l'enchaînement simple et logique de la démonstration. Au contraire, par conséquent, il use aussi d'une habileté rhétorique. Je me demande, suivi d'une question rhétorique. Il utilise d'ailleurs ensuite l'expression c'est badinerie, qui est un clin d'œil ici aux détracteurs, hein, qui penseraient encore que la fable n'est que légère et simplement légère parce qu'elle ne fait que raconter des histoires simples. Et puis, on voit bien, après avoir de manière habile contrecarré ceux qui n'aimeraient pas la fable, La Fontaine y répond par une expression, un sens très solide. Dans le fond, il veut montrer ici, surtout il reprend la stratégie comparative et à partir de cet instant, on voit bien après ces badineries qui ont un sens très solide, que fait de manière habile La Fontaine? Il fait un raisonnement par analogie. C'est-à-dire que comme pour aboutir à des connaissances astronomiques, l'observation du ciel et le datère, hein, on passe par des relevés, des connaissances simples. Ici, il parle de la définition du point de la ligne de la surface. Il suggère que finalement, c'est la même chose pour les fables. Elles partent d'une démarche simple et accessible. Elles racontent un récit simple d'accès qui procède par d'étapes. Alors indirectement, La Fontaine évoque ici la structure narrative efficace basée sur ce qu'on appelle le corps et l'âme dans la fable, c'est-à-dire le récit puis la morale. Alors les conséquences des fables sont pour La Fontaine dès lors évidentes. Il utilise l'expression se former le jugement et les mœurs. On trouve bien l'idée ici de se former l'esprit, de gagner en reconnaissance aussi en société par sa culture. Et d'ailleurs, vous remarquerez le recours au pronom personnel indéfini on, qui montre combien ici La Fontaine insiste sur le caractère universel et vertueux des fables. Elles touchent tout un chacun, elles ont une portée universelle, et pour preuve, tout le monde aujourd'hui, comme à l'époque même de La Fontaine, est capable de réciter intégralement, alors peut-être pas intégralement, mais au moins une partie d'une fable, est capable d'en résumer une pour en retenir le précepte, la morale et la leçon. On voit bien effectivement que la fable est simple d'accès, mais permet aussi de retenir simplement la morale, ce qui somme toute est l'essentiel. Bref, pour La Fontaine, il affirme ici par l'expression « on se rend capable de grandes choses », il affirme la vertu pédagogique
pédagogique, de la fable. Elle ajoute une plus-value à la réflexion, forme l'homme, développe son intelligence, sa capacité à penser et donc à agir. Et donc, ici, vous voyez bien le lien avec La Fontaine qui, lui aussi, dans l'institution des enfants, montrait cette, habileté, que induit toute cette façon d'enseigner, donc d'apprendre. Habileté au sens d'avoir. Celui qui a la connaissance, c'est celui qui peut agir par la suite dans le monde. Et donc, en conclusion, vous montrerez bien effectivement la relation entre le texte de La Fontaine et celui de Rabelais ou comme on a évoqué tout à l'heure, celui de Montaigne. Leur point commun, c'est qu'entre Rabelais et La Fontaine, ils usent de l'argumentation indirecte et surtout, ils montrent à leurs lecteurs combien l'argumentation indirecte est aussi noble qu'une argumentation, directe et fait passer des messages très importants pour la civilisation et l'instruction.